Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est de la merde, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis? Au bout du rouleau, y'a des grands riz de bois et puis ninja. je pensais vraiment que j'allais y passer une bonne journée. Mais j'aurais peut-être préféré me fracturer les 10 doigts de pied. Ça fait mal. J'ai pas aimé marcher dans la pluie séchée. Ah non. J'ai pas aimé l'odeur du bitume usé. Et puis y a des trous dans le sol et les toits. Et y a surtout Ninja. Et puis y a Boss, ça c'est sûr qu'il va te faire des bosses. Et y a un moment Vekoma. Ah, ces connards de Hollandais. Parce que sache que Vekoma, ils seront toujours là, même au fin fond des USA. c'est de la Oh, merde. c'est de la merde. Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est de la merde, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Y'a des grands riz de bois et puis ninja. Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est du caca, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? On y fait même de bons petits plats. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah franchement, les petits plats, c'est du riz avec des petits pois. Et puis, ça coûte 20 $. Tout ça pour te flinguer le falzar. Moi je vais vous dire ce que je cherche, c'est bien les Six Flags. Mais pour l'instant j'ai trouvé que des red flags. C'est bien gentil, mais les coasters ils fuient. Et le carrousel est pourri. Bah, ils ont les chevaux. Et puis on te met des petits panneaux pour excuser le bordel. Et on abandonne des échelles. Ah bah GG, elle est là ton échelle. Et pour le rap qui pue, bah le point photo n'est plus. Et même la clim a disparu. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est de la merde, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Y'a des grands riz de bois et puis ninja. Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est du caca, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? On y fait même de bons petits plats. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Six Flags Saint-Louis, et ce qui est sûr c'est que ça risque de filer des cauchemars à certains. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année, pleine de parcs, pleine de coasters, pleine de tout ce dont vous voudriez qu'elle soit pleine, et je suis au regret de vous dire que oui, nous allons bel et bien commencer cette année 2025 en parlant de Six Flags Saint-Louis. Situé dans le Missouri, et plus précisément à Eureka, ville qui se trouve à quelques kilomètres de Saint-Louis, Six Flags Saint-Louis a ouvert en 1971 et a toujours été détenu par Six Flags. Il s'appelait à l'origine Six Flags Over Mid-America et a été l'un des 3 parcs conçus et designés originellement par Six Flags, avec Six Flags Over Georgia et Six Flags Over Texas. Il s'agit donc d'un parc qui n'a pas été racheté après avoir été détenu par un autre propriétaire, comme ça peut être le cas pour la majorité des parcs du groupe. Et pour tout vous dire, je crois qu'il s'agit d'un des parcs les plus tristes et déprimants qu'il m'ait été donné à visiter de ma vie entière. Et des merdes, j'en ai faites quelques-unes, mais alors lui, il tient une très bonne place dans le top du caca. C'est un peu le Walligator américain, j'ai même envie de dire que c'est pire que Walligator. Et cette comparaison, ça vous place vraiment un parc sur l'échelle de la merde. Sur le papier, le parc possède pourtant quelques bécanes qui sont loin d'être déconnantes, avec notamment Mr. Freeze ou encore le Wooden Terrain Coaster absolument énorme qui s'appelle Boss. Un coaster qui a joui d'une excellente réputation des années durant, mais vous allez voir que l'amour que Six Flags met dans l'entretien de ses machines met un énorme coup de pioche sur la tête des quelques arguments qu'il aurait eu à nous proposer. Alors je ne vais pas vous faire un topo de 6 jours avant de vous laisser découvrir tout ça, parce que je pense que vous allez comprendre de vous-même à quel point ce parc est catastrophique. Du coup, on ne perd pas plus de temps et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 13e jour de notre trip américain et aujourd'hui, nous avons quitté l'Indiana pour nous enfoncer dans le Missouri afin de visiter le gros parc des environs de Saint-Louis. Et il faudra nous armer de patience parce qu'en plus de la chaleur insoutenable dépassant allègrement les 40 degrés, vous avez bien compris que nous allons visiter Six Flags Saint-Louis. Et si avant de commencer cette visite, nous y allions sans savoir que nous courions droit à la catastrophe, je dois même vous avouer que j'y allais avec un certain entrain, conforté par
notre bonne visite de Six Flags New England et par la curiosité de pouvoir découvrir le line-up du parc qui comporte quelques bécanes que j'étais très curieux de pouvoir essayer. Mais déjà, le premier truc qu'on constatera en arrivant, c'est qu'une des bécanes qui entretenait mon engouement comptera parmi les abonnés absents, étant donné qu'au sein de cette grande liste des attractions fermées ce jour figure le Wooden GCI American Thunder, clone de Thunderbird présent dans le parc finlandais Power Park, montagne russe qui a une excellente réputation. Un vrai coup dur, mais qu'à cela ne tienne, Six Flags Saint-Louis comporte d'autres machines qui titillent notre curiosité. Le second truc qu'on aura expérimenté, et là c'était le premier vrai signal qu'il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de Six Flags Saint-Louis, c'est un employé de la sécurité qui a chopé First Drop dans un coin alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans le parc avec sa GoPro, pour lui ordonner de ramener illico presto sa caméra à la voiture, lui stipulant qu'il était strictement interdit de filmer avec des action cam dans le parc. Et vu l'état du dit parc, on comprend pourquoi. First Drop a ensuite subi une palpation intégrale en revenant du parking, l'employé s'assurant qu'il n'ait pas planqué la GoPro quelque part, sans se dire une seconde que j'allais utiliser mon appareil photo pour filmer, et non pas pour prendre des photos, ou que Pierre ne se laisserait pas abattre et utiliserait son téléphone pour faire ses vidéos. Bref, quand un parc refuse que des gens puissent filmer leur site, c'est déjà un très mauvais indicateur quant à la qualité de celui-ci. Parce que qui dit GoPro dit probablement vidéo YouTube, et dit très probablement mauvaise pub. Ça pourrait peut-être donner des idées à Walligator, tiens. Bon allez, prenons notre courage à deux mains et commençons avec le premier crédit du parc situé à proximité de l'entrée, à savoir Batman The Ride, un inverted BM ouvert en 1995. Il s'agit ici d'un grand classique des inverted BM, mais il s'agit ici également de mon tout premier Batman, et d'un Batman plutôt inédit étant donné que celui-ci est une version en miroir du Batman The Ride original situé à Six Flags Great America. Le ride a la réputation d'être d'une très grande intensité et d'être bourré de jets positifs, avec un afflux sanguin continu au niveau des pieds pour nous faire sentir de belles fourmis à nous en faire péter les veines. Mais avant de découvrir tout ça, il va falloir se coltiner la file d'attente du coaster qui, même si elle est très courte en termes de temps, étant donné qu'il n'y a personne dans le parc, profite de son argument d'être une reproduction de Gotham pour être absolument dégueulasse. Et profite surtout d'une adorable odeur de pisse séchée au sein de son bâtiment, étant donné que certains visiteurs un peu discourtois doivent littéralement pisser dans les recoins depuis bien longtemps maintenant, tant l'odeur était forte. Et vu l'odeur, c'était des pisses de plusieurs personnes qui se côtoyaient, parce que le parfum était complexe. Et c'est aussi des pisses qui n'ont pas été nettoyées depuis fort longtemps. D'ailleurs c'est simple, en passant dans cette partie de la file, on continuait ensuite notre marche avec les chaussures poisseuses qui agrippaient le sol. Miam! Batman est donc un coaster de 32 mètres de hauteur, 820 mètres de longueur et poussant à 80 km/h. Concernant le tracé en lui-même, c'est un Batman The Ride, donc c'est de la puissance à n'en plus finir. C'est une machine qui va vraiment t'écraser tout du long, hormis dans le Zero G-Roll qui est le seul moment de légèreté proposé par la bête. Autrement, c'est extrêmement intense, méchant, puissant, avec des transitions vers les inversions qui t'aspirent dans un vortex de jets positifs insensé. Surtout en ce qui concerne les flat spins, d'une méchanceté déconcertante. Les deux loops ne sont pas en reste, le plus vilain des deux étant évidemment le plus petit, étant donné qu'il est plus serré, et pareil en ce qui concerne les hélix, c'est très clairement la foire au jet. Alors c'est sûr, il faisait une chaleur à mourir ce jour, donc c'est un coaster qui peut être difficile à encaisser dans ces conditions. Mais en ce qui me concerne, j'aime beaucoup les machines old school qui jouent beaucoup de leur force positive pour t'en foutre plein la gueule, pour que tu sentes ton propre corps t'écraser, que tu sentes que le coaster est en train de jouer avec toi comme si t'étais une poupée de chiffon. Ça ne plaira clairement pas à tout le monde, mais pour les aficionados de ce type de sensation, je vous recommande vivement les places arrière, qui sont celles qui permettent à ce type de coaster de s'exprimer pleinement. Tout ça faisant donc de Batman The Ride un coaster amplement validé par Tonton Doubic, à l'instar de tous ses congénères. En sortant de Batman The Ride, nous pouvons prendre le temps de contempler cette superbe zone très agréable à arpenter, dans laquelle il n'y a pas un arbre sous lequel s'abriter, et qui propose qui plus est un superbe bitume premier prix qui donne la sensation de fondre sous nos pieds tant la chaleur est extrême, et duquel émane une odeur chimique assez forte dont on sait qu'elle n'est pas bonne pour notre organisme. Je vous jure, j'ai l'impression de renifler du cancer avec cette odeur, et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On constatera aussi que ce serait quand même pas mal de faire quelque chose pour cet horrible bitume qui commence vraiment à faire la gueule, avec de véritables nids de poules qui se forment ça et là sans que ça ne semble émouvoir personne. Une superbe zone d'une laideur absolue où on se dit à nouveau que ça nous arrange bien de pouvoir dire que c'est une représentation de Gotham City tant tout fait délabré, à se demander si on visite bel et bien un parc d'attractions opérationnel ou si on fait de l'urbex. Tout fait crade, tout semble abandonné, y a rien qui donne envie de se poser un instant, et c'est pas avec les restos fermés ou les stands de jeux eux aussi fermés que ça aidera à retirer à l'aspect parc abandonné de cette zone. Au sein de cette zone, vous trouverez également une attraction qui vous donnera envie de fuir au plus vite, à savoir Ninja, un MK 1200 Vekoma ouvert en 1989 qui est en fait un peu plus
plus que ça, étant donné qu'il s'agit d'un véritable monstre de Frankenstein. Alors, je vais vous dire, ce grand 8 aux surcouches de peinture complètement écaillées, sur lequel on a l'impression que quelqu'un a chié sur les supports, a tout pour plaire. Ninja a en effet été initié par Arrow, qui en a commencé le chantier, avant que le constructeur américain ne fasse faillite et que Vekoma récupère le dit chantier. On peut donc considérer que la peste et le choléra ont fait un enfant, et qu'il s'agit de Ninja. Il s'agit qui plus est d'une relocalisation de l'exposition internationale de 1986 qui a eu lieu à Vancouver, ce qui veut dire que le coaster a déjà voyagé, et pour une machine de ce type, c'est pas forcément bon signe. Sachez d'ailleurs pour l'anecdote qu'il s'agit du tout premier coaster à disposer d'un Sidewinder, mais c'est pas pour autant que ça le placera au firmament du roller coaster. Commençons donc avec l'entrée de Ninja qui donne particulièrement envie de s'engager dans la file d'attente, avec ces deux ninjas qui font presque autant pitié que le coaster pour lequel ils gardent l'entrée. Non mais là c'est vraiment pas possible, il y a qu'à regarder l'entretien de ces pauvres ninjas pour se dire qu'il y a clairement un problème, qu'il y a un laisser-aller et un je m'en foutisme qui touche presque à l'expérience artistique, et on se dit que si l'entretien est le même pour le reste du parc, ça va être compliqué. Et spoiler alerte, c'est bel et bien le cas. Embarquons donc dès maintenant dans ces superbes trains qui laisseront comprendre aux plus chevronnés d'entre vous qu'il n'y a même pas besoin de faire un tour de la bête pour savoir que ça va tabasser dans tous les sens. Mais bon, comme on est des chasseurs de crédit sans peur et sans reproche, c'est pas un mutant engendré par Arrow et Vekoma qui nous fera reculer devant le plus sain. Mais ce plus sain là, je vous garantis qu'il va falloir le mériter. D'ailleurs, à voir la gueule de nos deux camarades au moment de grimper le lift de Ninja, on comprend qu'ils ont tout à fait conscience du fait que ça va être un très mauvais moment. Ah bah, on a beau être téméraire, on est aussi tout à fait lucide quant à la qualité des merdes qu'on ride. Il s'agit donc d'un coaster de 33 mètres de hauteur, 740 mètres de longueur et atteignant une vitesse de 88 km/h. Ninja est très clairement l'un des pires coasters que j'ai fait de ma vie, et sans aucun doute sur le podium des pires grands 8 qu'on ait fait durant ce trip. Et pourtant, des merdouillards, on en a fait quelques-unes. Mais en fait ici, tout est violent, et il n'y a jamais aucune exception à la règle. Ça va vous tabasser à se demander si les chicots ne vont pas rester plantés dans le harnais. C'est outrageusement débile tant ça cogne et tant chaque transition est mal branlée. C'est simple, tout est une horreur, que ce soit du virage le plus insignifiant jusqu'aux inversions. À chaque fois que le rail va s'incliner pour initier une transition, tu sais que tu vas ramasser, parce que le rail ne donne pas le sentiment de ne faire que s'incliner, il donne aussi le sentiment de se tordre. En résulte donc des taquets vigoureux dans la mâchoire ou sur l'arrière du crâne. Et croyez-moi, des coasters de merde, j'en ai fait une quantité non négligeable, mais alors celui-là, c'est un des plus marquants de mon sinistre palmarès. C'est ce qu'on pourrait appeler un véritable carnage. On passera sous silence le retour de chaîne qui passe à proximité inquiétante des riders sortant du Sidewinder, et on se dira que c'est bien la première fois qu'on aura entendu un opérateur communiquer explicitement sur le fait que le coaster qu'il opère soit une énorme bouse, puisqu'il demande dans son micro à chaque retour de train « How bad was that ?» ou encore « What does it hurt this time ?» à traduire par « à quel point c'était mauvais » ou encore « où est-ce que ça a fait mal cette fois ?» Bref, vous l'aurez compris, c'est un coaster à éviter de toute urgence, sauf si comme nous, vous chassez les crédits, et malheureusement pour vous, si vous vous retrouvez à Six Flags Saint-Louis, c'est très probablement parce que vous chassez les crédits. Et puis tiens, en bonus, je vous laisse avec ma réaction à chaud après mon super tour de Ninja. C'est de la merde. Allez, poursuivons la découverte de Six Flags Saint-Louis pour savoir quelle sera la prochaine petite merveille sur laquelle nous aurons la chance de poser nos fesses. Et pour ce faire, grimpons dans les hauteurs du parc, étant donné que, comme Holiday World de la veille, Six Flags Saint-Louis est également construit sur un terrain tout en dénivelé. Et c'est bien le seul et unique point de comparaison qu'on pourra faire avec Holiday World. Et comme un haro peut en cacher un autre, nous avions la volonté d'enchaîner directement avec une autre bouse, à savoir River King Mine Train, mais pour l'instant, le coaster est fermé pour le visiteur, donc on nous propose gentiment d'aller voir du côté des autres super attractions du parc. Et en parlant de super attractions, je ne sais pas s'il pensait à ce super loop Larson ouvert en 2016 pour lequel on aura passé notre tour, ou alors à ce super boomerang Vekoma ouvert en 2013 et appelé Boomerang. Bah ouais, il est super ce boomerang, tellement super qu'il a même eu le droit à un coup de peinture fraîche, et ça c'est pas toutes les attractions du parc qui peuvent s'en vanter. Il est aussi tellement super qu'au moment de notre visite, il s'agit du coaster le plus récent du parc, donc du tout dernier à avoir été ajouté, et ça c'est pas mal
mal étant donné qu'il s'agit d'une relocalisation de Flashback à Six Flags Over Texas et que ce super boomerang a ouvert ici en 2013. Oui, en 9 ans, le seul coaster pondu à Six Flags Saint-Louis, c'est une relocalisation de Boomerang Vekoma. Ah, ça pour être super, c'est super. Ce coaster bénéficie entre autres des formidables harnais papillons comme ça peut être le cas sur Ninja, et une chose est sûre, ça change absolument tout à l'intérêt généralement très limité des Boomerang Vekoma. Ah, en fait non, on me dit dans l'oreillette que ça n'y change absolument rien et que ce coaster est à l'image de tous ses congénères, c'est-à-dire brusque, désagréable, mal dosé, avec des transitions ni faites ni à faire et une impression toujours très désagréable de se faire secouer comme un jus d'orange en bouteille avant consommation. Bref, plus sain et on peut passer à la suite. Est-ce que ça vous intéresserait maintenant d'aller vous faire un tour de la nouveauté de l'année, à savoir ce booster pondu par Funtime et nommé Catwoman's Whip? Bah en soi oui, j'ai jamais fait de booster Funtime et c'est un type d'attraction que j'apprécie pas mal chez d'autres constructeurs, donc je ne suis pas contre voir ce que ça donne. Ah ouais, mais vu que le débit est catastrophique et que les opérateurs mettent 55 ans à envoyer un cycle alors que le parc est vide, bah je pense qu'on va juste le regarder tourner ce Catwoman's Whip. Parce qu'attendre entre 30 et 40 minutes pour faire un tour de flat ride, vous êtes gentil, mais disons qu'il ne faut pas pousser Mémé dans les orties. Parce que Mémé, bah à part en soupe, les orties, elle aime pas ça. Et c'est normal. Allez, pour votre plaisir le plus complet, je vous mets un plan de la zone pour Mioche qui est la plus arborée de Six Flags Saint-Louis et je vous transmets de rechef les excuses de la direction du parc qui, devant la catastrophe intersidérale de Six Flags Saint-Louis, nous demande, je cite, de les excuser pour le bordel. Alors moi, je veux bien être conciliant, hein, mais il y a quand même des limites à l'acceptable et des limites au foutage de gueule. Prenons l'exemple du coaster suivant, à savoir Screaming Eagle, qui est un wooden PTC ouvert en 1976. Je veux bien vous excuser pour le bordel, les gars, mais faites quand même un effort. Parce que là, entre les échelles balancées n'importe comment au milieu de la file d'attente du coaster, la tuyauterie à cœur ouvert qui végète sous la structure du wooden, les trous béants dans la toiture de la file d'attente où personne ne s'est dit que ce serait pas mal de ne foutre ne serait-ce qu'une bâche ou un panneau en liège pour colmater la brèche, ce même toit où il manque la moitié des tuiles avec en plus les installations de climatisation mortes depuis je ne sais quand, qui datent probablement de l'ouverture du coaster et qui semblent tout droit sortis de Massacre à la tronçonneuse ou d'un film post-apocalyptique. Je veux bien être conciliant, mais il y a des limites à ce qui peut être excusable. Allez, embarquons donc sur Screaming Eagle, un wooden en out and back de 33 mètres de hauteur, 1180 mètres de longueur avec une vitesse de 100 km/h. C'est le moment de la dispatch. Le temps est venu pour nous de découvrir si le coaster est mieux entretenu que ne l'est sa file d'attente. Ah bah non, faux départ, le train se bloque on ne sait pourquoi et même l'opérateur semble perplexe quant à cet arrêt intempestif. Bon allez, c'est pas grave, on recommence. Embarquons donc sur Screaming Eagle, un wooden coaster en out and back qui est, comme on pouvait le craindre, aussi mal entretenu que ne l'est sa file d'attente. On se fait secouer verticalement et latéralement en permanence, chaque creux est un véritable enfer tant il vous tasse les vertèbres, et le seul moment de plaisir qu'on en tire, c'est lorsque le coaster arrive sur les freins finaux et que cette sombre mascarade prend fin. C'est terrible parce que quand on voit l'entretien de wooden parfois centenaire comme à Kennywood et qu'on les compare avec Screaming Eagle, on se dit que c'est quand même fou d'en arriver à un tel niveau de catastrophe dont les machines sont laissées pour compte, sans qu'un entretien digne de ce nom ne leur soit jamais prodigué. Alors ça fait plus ça, mais vous pouvez être sûr que tout comme pour Ninja ou Boomerang, on ne reviendra pas en faire un second tour. Bon, redescendons un peu dans le parc et partons voir quelle sera notre prochaine superbe découverte de Six Flags Saint-Louis. Eh bien déjà, je peux vous dire que ce ne sera pas cette fontaine qui manifestement n'a pas vu d'eau depuis un bon moment et qui semble échouer là comme un poisson crevé sur la berge qui n'a pas su retrouver l'eau après la marée. Allez, rare réjouissance de la journée, partons à l'assaut d'un coaster qu'on avait trouvé plutôt sympathique à Six Flags New England et dont le quasi-clone est présent à Six Flags Saint-Louis. Il s'agit bien sûr de Pandemonium, un spinning coaster Gerstlauer modèle 420 qui n'est autre que la nouvelle mouture de l'ancien Tony Hawk's Big Spin. Et ces spinning Gerstlauer avec la licence Tony Hawk, beaucoup de Six Flags en ont reçu au milieu des années 2000. Au programme donc, un parcours compact qui permet au coaster d'enchaîner rapidement ces différents éléments et de prendre de la vitesse dans les hélix pour initier de vives rotations. Et ces rotations, c'est bien évidemment tout ce qui fait la sève de ces coasters. Côté confort, rien à redire et on appréciera ce parcours très resserré et fait avec suffisamment d'astuces pour tirer le meilleur parti de ce type de machine. La fin saura également vous surprendre grâce à de jolis petits airtime qui permettront de clôturer cette bestiole familiale de la meilleure des façons. Si vous voulez un élément de comparaison, je préfère tout de même à celui-ci les Spinning Maurer, y compris les petits modèles à la Crush's Coaster, ce qui n'enlève rien au fait que la version Made in Gerstlauer soit un petit modèle qui fonctionne bien. Mais bon, étant donné qu'on associe beaucoup Six Flags au gros roller coaster, c'est vous dire la qualité du parc quand on se dit que cette attraction est l'une des meilleures de Six Flags Saint-Louis. Alors par contre, je veux pas être pénible,
mais j'alerte votre attention sur le fait que je crois qu'il y a une petite fuite sur votre coaster, faudrait peut-être penser à l'emmener au garage. Poursuivons donc notre visite de ce parc de ses morts et revenons-en à ce que celui-ci sait faire de mieux, à savoir de la merde. Car même si on ne se serait pas forcément lancé dans un tour de carrousel, inutile de dire qu'on a ri jaune quand on a découvert l'état du manège local qui était littéralement ici en état de décomposition avancée. Bon, il y a quand même un pot de peinture qui traîne sur le plateau, laissant croire qu'à un moment donné, quelqu'un a pris pitié de ce carrousel, mais visiblement, il n'est pas allé au bout du projet. Enfin là, je pense qu'il y a un petit peu plus à faire qu'un coup de peinture pour lui redonner de l'allure. Non mais quelle horreur, je vous jure. Contre toute attente, on ne se sera pas lancé dans un tour de Supergirl Skyflyer à Endivour Zamperla ouvert en 2019 sur lequel vous n'êtes pas prêt de me voir m'installer, mais nous serons allés voir le terrain vague à côté duquel est posé le gigantesque Wooden que nous allons faire juste après, à savoir Boss, terrain vague que traverse notamment la file d'attente du Wooden ainsi que le petit train faisant le tour du parc. Bon, je vous le donne en mille, là encore, on s'excuse pour le bordel, avec de jolis sacs de ciment faisant office de gueuse pour que la barrière ne s'envole pas en cas de bourrasque de vent. Chose promise, chose due, passons-en immédiatement à l'énorme Wooden Coaster local, à savoir Boss, un Wooden CCI ouvert en l'an 2000. Au programme ici, un terrain coaster haut de 37 mètres, mais dont la plus haute descente fait 45 mètres, avec une longueur totale de 1411 mètres et une vitesse de 106 km/h. Boss a été designé par Larry Bill, dont nous avons déjà croisé quelques créations sur cette chaîne, avec notamment Tonnerre de Zeus première mouture au parc Astérix, Boulder Dash à Lake Compounce ou encore Raven à Holiday World. Autrement dit, ça n'augure que du bon. Dans les années 2000, ce coaster avait une excellente réputation, notamment dû au fait qu'il possède de très belles descentes s'enfonçant droit dans des ravins, en suivant le relief naturel. Alors oui, mais le problème c'est qu'on est maintenant loin des années 2000 et qu'un Wooden ça s'entretient. Et déjà que les CCI ont tendance à vieillir prématurément, mais alors si en plus on rajoute à ça la science de l'entretien dispensée par Six Flags Saint-Louis, vous voyez déjà venir la catastrophe. Boss possède les pires trains possibles dont peuvent disposer des Wooden Coasters, après les trains Kumbak de Stampida et les Timberliners de Gravity Group. Ici, on est sur des trains Gerschlauer, donc des trains sans souplesse qui n'absorbent aucunement les chocs et qui au contraire ont même tendance à les amplifier. Et sur un coaster aussi gros, au contrôle technique plus daté encore que t'as 205 ou 400 000 km au compteur, tu comprends vite qu'on va douiller. Ah bah, ça n'a pas loupé. Si le coaster possède un layout intéressant avec effectivement de belles drops disséminées un peu partout, il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement brutal, extrêmement brusque, bourré de secousses à t'en déboîter le cerveau. Et on se dit dès la première descente qu'on est vraiment pressé que ça s'arrête. Ce coaster, c'est tassage de vertèbres sur tassage de vertèbres, et on est franchement soulagé quand on arrive sur les freins finaux et qu'on constate qu'on ne s'est rien déplacé, en se disant qu'on ne va pas jouer avec notre chance une seconde fois, et donc en s'éloignant le plus possible de la bestiole sans aucunement vouloir en faire un second tour. D'ailleurs, on les remercie vivement d'avoir dégagé l'hélix de 570 degrés en 2018, une hélix remplacée par un virage à 180 degrés qui permet de raccourcir notre souffrance de 130 mètres. C'est quand même bien dommage parce que je suis sûr qu'à son prime, ce coaster devait être une très belle bécane. Mais alors maintenant, c'est juste plus possible, c'est un enfer de tous les instants et je ne peux pas décemment ne pas vous prévenir d'y réfléchir à 2 fois si vous avez le moindre problème de dos et que vous hésitez à vous lancer dessus. Je vous invite donc à faire extrêmement attention avant de poser vos fesses sur ce coaster parce qu'il est certain qu'il ne vous ménagera pas. Et contrairement à Voyage la veille, ici vous ne pourrez strictement rien y faire. Bon, on traversera très rapidement cette zone de jeu pas du tout accueillante au sein de laquelle il fait 560 000 degrés, notamment grâce à ce sol dégueulasse et tout noir qui retient la chaleur. Il était évidemment hors de question de faire un tour d'Excalibur, à savoir cette Evolution conçue par Naota Bus Inc qui était de toute façon fermée et qui a dégagé à l'issue de la saison 2022. C'est dommage parce que c'est vrai que ça donnait envie, hein, enfin si tant est qu'on ait des tendances masochistes, ce qui n'est pas forcément mon cas pour ne rien vous cacher. Puis tiens, au passage, je vous fais juste ce petit panoramique qui me permettra d'évoquer en quelques secondes la cohérence thématique des installations de Six Flags Saint-Louis, parce que là, quelques images valent quand même mieux que 1000 mots. Allons donc maintenant nous rafraîchir avec les 2 attractions qui suivent, une fraîcheur ardemment recherchée dont nous avons très clairement besoin. La première attraction qui nous permettra de remédier à la terrible chaleur du jour, c'est Thunder River, qui dispose également d'un formidable point photo à l'abandon situé dans ce qui est à la fois l'entrée et la sortie de l'attraction, ce qui doit être quand même un beau bordel les jours de forte affluence. Un point photo qui est à l'image du reste de Six Flags Saint-Louis et qu'on est même plus surpris de trouver dans ce parc si délabré qu'on a vraiment l'impression de faire de l'urbex toute la journée. Bof, je sais plus quoi vous dire à part que c'est affligeant quoi. Thunder River est donc un raft Intamin ouvert en 1983, un raft qui mouille pas mal mais qui est finalement dans la moyenne basse de ce qu'on peut trouver aux États-Unis en termes de water rides. Donc un raft où on est mouillé par intermittence et dans lequel tous les passagers ne prendront pas forcément un tarif de sous-marinier. En même temps, vu l'odeur de la flotte, ceux qui s'en sont sortis le mieux sont peut-être ceux qui n'ont pas été mouillés. Et je
peux te dire que quand tu combines l'odeur de la flotte qui a éclaboussé les vêtements plus la chaleur, eh bien vaut mieux pas être à côté de toi une fois que ça sèche. Ah bah ça pue, ouais, tout simplement. L'autre attraction qui nous aura permis de nous rafraîchir le cul, c'est aussi le coaster le plus original du parc, et celui que j'étais le plus curieux de pouvoir essayer. Il s'agit bien évidemment de Mr. Freeze Reverse Blast, un Helium Shuttle Loop Coaster pondu par Premier Rides et ouvert en 1998. Ce coaster est presque unique au monde, dans le sens où il n'en existe qu'un seul et unique quasi-clone nommé Mr. Freeze et situé à Six Flags Over Texas, qui est une version en miroir du coaster de Six Flags Saint-Louis. Seconde différence, contrairement au Mr. Freeze de Six Flags Saint-Louis, celui de Six Flags Over Texas dispose d'un launch qui s'effectue en marche avant, le parc ayant décidé de revenir à cette position en 2022 après avoir lui aussi proposé la propulsion en marche arrière. À Saint-Louis, la propulsion s'effectue toujours en marche arrière, même si à l'origine, les trains partaient bel et bien en marche avant. Voilà, comme ça, vous savez tout. Il s'agit donc d'un coaster en shuttle, proposant un parcours long de 396 mètres, haut de 66 mètres, et vous envoyant valdaguer à 112 km/h grâce à un launch à hélium vous portant à cette vitesse en 3,8 secondes. Le coaster est difficile à rater, notamment grâce au bruit qu'il produit, faisant que chaque passage de ces trains gronde et résonne dans tout le voisinage. Mais aussi grâce à sa flèche verticale s'élevant à 66 mètres, flèche qui est visible depuis l'extérieur du parc. Et encore une fois, on se dit que le parc profite largement de cette nouvelle théma Gotham City de clochard pour justifier l'état désastreux des bâtiments de sa file d'attente qui font peine à voir. Parce que oui, les quartiers DC Comics se sont aussi dispersés dans le parc que peuvent l'être les quartiers Marsupilami au parc Spirou. Regardez-moi également l'abri de cette partie de la file d'attente située au pied de la flèche, un abri qui pue autant la rouille que le tétanos et un abri qui ajoutera à la tristesse générale suscitée par l'état de ce parc. En même temps, quand tu vois l'entrée même de la file du coaster, bah t'as compris qu'il fallait pas s'attendre à du Fantasyland pour le reste, c'est dégueulasse sa race et ça donne franchement pas envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. Heureusement qu'on sait qu'il y a un excellent coaster à la clé, parce que sinon je ne pense pas qu'on se serait aventuré dans ce bordel. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'on allait pouvoir se rafraîchir avec Mr. Freeze? Eh bien ce n'était pas juste pour faire un jeu de mots avec le nom du Grand 8, mais également parce que l'immersion est poussée à son paroxysme dans la file d'attente, étant donné qu'il fait à peu près 13 degrés dans la file intérieure ainsi que dans la gare du coaster. Et ça, avec les 45 degrés qu'il fait dehors, j'avoue qu'on n'y est pas particulièrement insensible, et au moins ici, ça ne sent pas la vieille pisse. Par contre, bonjour le choc thermique quand tu sors ou que tu rentres là-dedans. Comme vous pouvez le constater, ça manque cruellement d'ambiance lumineuse dans la gare, étant donné que contrairement à Flight of Fear à Kings Island, il n'y a pas de lumière de show, mais uniquement des lumières de service qui inondent la gare de leur lueur blanchâtre de type salle d'attente du dentiste de Ponto Combo. Et c'est bien dommage, parce que dans l'autre Six Flags possédant cette bestiole, à savoir Six Flags Over Texas, ils ont fait l'effort de créer une certaine ambiance avec leur éclairage. Mais bon, on est à Six Flags Saint-Louis, hein. Le coaster possède donc ces trains tout pourris de Premier Rides qu'on avait pu conchier sur Flight of Fear, des trains qui te permettent vraiment de ressentir ce que c'est que d'être un maquereau à la moutarde enfermé dans une boîte saupiquet. Allez, on est prêt pour la dispatch. Le train va donc se placer sur la zone de lancement à l'aide de la rampe d'embarquement qui coulisse sur le côté en faisant office de transfert track. Une fois le train positionné, plus qu'à attendre que l'opérateur appuie sur son bouton pour propulser le train. D'ailleurs, à force de faire les cons, j'en connais deux qui vont être surpris par la dite propulsion. Voilà, ça vous apprendra. Le launch en lui-même est très progressif et n'est pas d'une puissance extrême, mais fait quand même son petit effet dû au fait qu'on soit positionné en marche arrière. Place ensuite donc à la première partie du parcours en marche arrière, une première partie très intense comportant un top hat inversé de 45 mètres de hauteur absolument excellent qui, à l'instar du launch, est tout à fait surprenant du fait qu'on le prenne en marche arrière. Nous arrivons ensuite sur un overboard curve de 34 mètres incliné à 140 degrés qui envoie une bonne dose de G comme on les aime, et qui nous permettra d'en arriver à la meilleure partie du circuit et aussi la plus remarquable, à savoir cette flèche de 66 mètres de hauteur sur laquelle le train continue à se faire tracter vers le sommet en conservant la vitesse qu'il avait en arrivant dessus. Et ça, c'est complètement dingue, plus encore que le simple effet de gravité qu'on a en arrivant sur une flèche traditionnelle pour repartir aussitôt dans l'autre sens. J'ose même pas imaginer la puissance et la consommation des boosts LIM qui permettent de réaliser cet exploit sans même qu'on ne ressente d'à-coup lorsque le train se fait tracter. La transition étant imperceptible entre le moment où c'est l'inertie du train qui nous pousse vers le sommet et celui où ce sont les boosts LIM qui prennent le relais. Et ça, c'est une véritable prouesse, un haut fait de la physique et une folie totale en termes d'ingénierie. Après qu'il ait été tracté de la sorte en créant un effet très impressionnant pour notre cerveau qui ne comprend pas pourquoi la gravité ne fait pas son travail, nous repartons vers l'avant pour reprendre tout ce parcours mais dans l'autre sens, avec donc l'overboard curve qui envoie une sacrée tartine de G positif, et ça c'est valable aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, pour en arriver ensuite sur le top hat inversé qui proposera en son
au sommet un très sympathique moment de hang time. De l'autre côté du top hat, ce sera la traditionnelle drop avant que nous revenions à l'intérieur du bâtiment pour retrouver la station du coaster. Et manifestement, nos deux comparses en sont revenus conquis de ce tour de Mr. Freeze, et ça me paraît pas étonnant parce que... y a de quoi. Quelle machine ce Mr. Freeze. C'est aussi dingue que ça en a l'air. C'est un layout certes très simple mais éminemment efficace, avec des éléments comme cette flèche verticale avec boost LIM qu'on aimerait retrouver plus souvent sur des coasters, même si je pense que ça n'arrivera plus jamais. Le coaster est très intense, c'est un coaster old school qui vous fera bien ramasser du jet, qui est parfois un peu rude dans ses transitions mais qui reste tout à fait rideable. Une chance d'ailleurs que les harnais livrés avec les trains d'origine aient été retirés en 2002 pour améliorer le confort, qui n'est déjà clairement pas la qualité première des trains de Premier Rides. Et d'ailleurs, les trains, c'est bien ce qui fera perdre son demi-point à ce coaster qui est clairement une excellente machine, qui a pour autre défaut de se trouver dans ce parc absolument merdique, mais ça on lui en tiendra par rigueur dans la notation parce que bah il y peut rien le pauvre, et d'être d'une fiabilité assez douteuse, quand bien même il aura tourné ici la grande majorité de la journée. Bon allez, en guise de surprise, sachez qu'il y a une troisième attraction sur laquelle nous avons pu nous rafraîchir ce jour, à savoir Justice League Battle for Metropolis, un dark ride interactif conçu par Sally et ouvert en 2015. Il s'agit ici d'un dark ride ayant remplacé l'ancien Scooby-Doo Ghost Blasters ouvert en 2002 et fermé en 2014. Dark ride dont on a conservé tout le ride system et pour lequel seule la déco a été modifiée. Justice League n'est pas du tout un dark ride original propre à Six Flags Saint-Louis, étant donné que celui-ci a été dupliqué dans 7 parcs Six Flags différents. Un dark ride qu'on recroisera d'ailleurs pendant ce trip à Six Flags Over Georgia et à Six Flags Great Adventure. Il s'agira ici d'aller filer un coup de main à toute la clique de la Ligue des Justiciers qui devra venir à bout des plans machiavéliques de Lex Luthor et du Joker qui ont à nouveau décidé de casser les couilles de la population de Metropolis. Un scénario aussi intéressant qu'à l'accoutumée pour ce type d'attraction, mais qui nous promet néanmoins quelques séquences bien fournies en effets spéciaux, avec notamment des effets de fumée et de pyrotechnie. Après avoir écouté les multiples menaces des deux zigotos qui sont à peu près aussi bien foutus que les cinématiques du début de la PS3, nous embarquons dans nos véhicules pour partir botter leurs fesses à cette tangence de sinistres individus. Le Dark Ride attendra de nous que nous tirions sur des cibles au sein de scènes faites d'éléments de décor tangibles et bien évidemment de scènes beaucoup plus nombreuses où nous aurons affaire à des écrans. Bon bah du coup, je vous le donne en mille, la grande majorité des effets ne fonctionnaient pas, donc côté fumée et pyrotechnie, on pourra très gentiment s'asseoir dessus. Les transitions entre les scènes sont souvent abruptes et font qu'on sent clairement qu'on passe de salle en salle, et la qualité des graphismes des séquences projetées a vraiment 20 ans de retard, faisant qu'on a l'impression de jouer sur des grosses bornes d'arcade qu'on pouvait trouver dans les halls de cinéma ou de laser game dans les années 2000. Bon après, au niveau du gameplay, le tout réagit bien et le temps de réponse est suffisamment intéressant pour qu'on sache exactement qui tire et quand. Bref, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus honteux dans ce parc, mais c'est aussi loin d'être un argument qui pèsera dans la balance au moment de faire le bilan de ce pauvre Six Flags Saint-Louis. Et d'ailleurs, sachez que si vous avez fait un Justice League dans un Six Flags, inutile de le refaire dans un autre Six Flags si vous n'avez pas adhéré à la chose, étant donné que ce sont tous des copies conformes les uns des autres. Et alors, miracle de l'absolu, sachez que le Mine Train Arrow nommé River King Mine Train, qui était fermé depuis notre arrivée, nous a finalement fait le plaisir d'ouvrir quelques heures plus tard, pour nous permettre d'ajouter le crédit et pour offrir à Emmerich l'immense joie de créditer là son 400e coaster. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que ce coaster déjà bien naze en l'état actuel a été le tout premier coaster en position stand-up du monde entier. Eh oui, car alors que celui-ci a ouvert initialement en 1971, le parc a décidé pour la saison 1984 de remplacer les trains d'origine par des trains stand-up et de le renommer Railblazer, ce qui a fait de ce coaster le tout premier stand-up du monde. Alors vous vous doutez bien que cette mascarade n'aura duré qu'une saison, étant donné que l'expérience était tellement catastrophique en termes de confort que le parc a bazardé les trains à la casse à l'issue de la saison pour en revenir à des trains traditionnels dès l'année suivante, et ça c'est quand même pas banal. River King Mine Train est donc un coaster long de 762 mètres culminant à 9 mètres pour proposer une descente de 12 mètres, le tout atteignant la vitesse de 59 km/h. Et à l'image de tous ses congénères, c'est une bonne bouse inconfortable et interminable, possédant notamment 3 lifts comme le très mauvais El Diablo de PortAventura, 3 lifts qui nous mèneront chacun sur des bribes de layout sans intérêt aucun. Donc comme toujours, après qu'on ait crédité un Mine Train du constructeur américain, on remercie très fort Arrow en tapant des deux mains. Bah on est en milieu d'après-midi, on crève de chaud et le parc nous a bien gonflé par sa nullité. Il est donc grand temps d'aller nous foutre la tête sous l'eau dans le parc aquatique. Et ce parc aquatique, répondant au doux nom de Hurricane Harbor, est également compris dans le prix d'entrée, ce qui vous permettra d'aller vous rafraîchir le fion sans débourser des culs supplémentaires. Enfin, ne vous attendez pas à du Volcano Bay, c'est tout aussi nul que le parc d'attractions, avec des toboggans qui fuient dans tous les sens, des jointures foireuses sur tous les slides
rides faisant qu'on se blesse quasi systématiquement et une propreté globale du site qui laisse à désirer. Du coup, inutile de dire que c'est pas forcément recommandé. Revenons-en donc rapidement au parc d'attractions, histoire d'aller profiter d'un tout dernier tour de Batman et de Mr. Freeze, avant d'aller immortaliser quelques clichés du coaster qui manquera à notre tableau de chasse et qu'on n'est pas prêt de venir créditer, tant l'envie de revenir dans ce parc est égale à 0. Il s'agit bien sûr d'American Thunder, le wooden coaster GCI ouvert en 2008, dont on m'a dit tant de bien, mais qui nous aura fait l'impolitesse de rester porte close toute la journée durant, au grand désarroi de notre first drop national qui est un inconditionnel de GCI de la première heure. Du coup, on ne profitera pas de cette très jolie courbe, ni de ces quelques bosses qui m'avaient l'air somme toute très alléchantes, et on se dira qu'on préférera largement aller tâter son clone à Power Park en Finlande, plutôt que de revenir dans cet horrible parc qu'est Six Flags Saint-Louis. On ne sera pas allé faire un tour de ce petit flumaro ouvert en 1971, très sobrement nommé Log Flume, un flume qui ne possède pas 2 descentes, mais 2 parcours en parallèle, l'un des 2 ne fonctionnant pas ici. Mais vu l'affluence du jour, on peut le comprendre. Après bon, avec cette seule et unique courte drop, inutile de vous dire qu'on n'était pas très emballé à l'idée de foutre notre cul là-dedans. Et c'est donc sur ce non-tour de flume que s'est terminée notre journée à Six Flags Saint-Louis. Un bilan sur le parc, Dubik? Oh oui, mes petits potes. Il s'agit là du pire parc d'attractions de cette catégorie que j'ai visité de ma vie. C'est un parc à faire passer Bonbonland pour Animal Kingdom, et c'est une véritable catastrophe. J'ai parfois eu de mauvaises visites dans des parcs, mais là c'est vraiment un cumul de trop de merde, comme l'impression de boire directement dans la cuvette d'un chiotte. Tu peux pas te dire, on se pose quelque part, on se prend un café, une bière, une glace, parce que malgré la chaleur qu'il fait, y a rien d'ouvert. Et y a bien souvent aucun arbre sous lequel s'abriter. On est régulièrement au milieu de quartiers dégueulasses qui n'ont pas été entretenus ni rafraîchis depuis belle lurette. En ce qui concerne la bouffe, c'était tout ce qu'il y a de plus crade et d'excessivement cher. On a eu droit à une assiette comportant un peu de riz, des petits pois, du poulet baignant dans le sucre, ainsi qu'une boisson sans refill possible, le tout pour la modique somme de 20 $. On sent que les employés sont littéralement désabusés et l'entretien de toutes les installations, attractions comme le reste, est absolument catastrophique. Parce que le parc s'en fout de proposer une expérience de qualité à ses visiteurs et qu'il n'y ait rien d'autre qu'une véritable pompe à fric. À Six Flags Saint-Louis, c'est simple, t'as l'impression de payer pour faire de l'urbex. Je l'ai déjà dit avant, mais je le redis ici, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez l'image. C'est lamentable de proposer un tel truc à des clients, et c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Alors certes, Batman c'est super, certes il y a Mr. Freeze, et peut-être que le GCI vaut le coup, mais ça ne vient en rien penser la plaie bien suintante causée par le cataclysme parconautique qu'est Six Flags Saint-Louis. T'as l'impression de végéter dans un endroit sordide toute la journée, dans un parc grabataire et moribond qui est clairement placé sous soins palliatifs par son propriétaire, qui les sort jusqu'à ce qu'il soit vidé du dernier atome de sang qui le compose. C'est un parc duquel tu ressors sonné et abruti tant tout te donne envie de fuir, et qui permet vraiment de te confronter à la force de ta passion. Parce que je te jure que si t'es pas plus intéressé que ça par les parcs d'attractions, une visite à Six Flags Saint-Louis te vaccinera assurément à tout jamais. Puis là, le fait de se retrouver coincé dans les taux entre une visite d'Holiday World et une visite de Silver Dollar City, c'est clair qu'on est sur un grand écart qui lui a claqué les adducteurs. Allez, ciao Six Flags Saint-Louis, on se casse bien avant la fermeture du parc tant tout ça est merdique, et ça tombe bien parce qu'on a de la route à faire pour se rendre à Silver Dollar City. Puis tenez, je vous laisse avec ma réaction directement après avoir quitté le parc. Je crois qu'elle permet de très bien saisir mon état d'esprit découlant de cette visite. Ah là, mais là, j'ai même pas envie d'en parler tout de suite. Il va falloir que je fasse le point avec moi-même, là. Là, c'est... je suis scandalisé. Voilà, je suis scandalisé par la merde que c'est ce machin. Heureusement que le plastique swag est pas cher. Hein. Ouais, heureusement que le plastic swag est pas cher. Mais là, on tombe dans tous les travers du consumérisme, là, tu vois. Ouais. C'est... la sensation d'être pris pour un con, elle est quand même XXL ici, quoi. Voilà, il va falloir que j'y pense. Il va falloir qu'il cogite, donc je vous invite à aller voir le trip du double qui risque d'être salé. Ouais, très salé. Très salé. Ah, ça va être la mer morte, hein. Oh là là. Ah bah ça, pour être la mer morte, c'est la mer morte, et je vous jure qu'il faut vraiment être passionné pour ressortir indemne d'une visite comme celle-là, sans qu'elle n'entache la force de votre passion. Après, l'avantage, c'est que comme ce parc se trouve en plein milieu du trip, eh bien ça va nous permettre de remonter en selle dès le lendemain, avec un parc qui va vraiment nous faire passer du tout au tout. Six Flags Saint-Louis est si mauvais que même s'ils y prévoyaient un RMC, j'y réfléchirais à 2 fois avant d'y planifier une nouvelle visite. Mais la chance qu'on a, c'est que vu la dynamique du parc, les investissements dignes de ce nom ne sont pas prêts d'arriver
arriver de sitôt. Je vous rappelle qu'au moment de notre visite, la dernière nouveauté en termes de roller coaster était le Boomerang Vekoma, qui est une relocalisation et qui a ouvert en 2013. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même pas très à l'affût quant aux investissements dans ce parc. Depuis notre visite, ils ont quand même ouvert un petit coaster en 2023, à savoir un Junior Vekoma nommé Rookie Racer, qui est un clone de Frida à Energylandia, ainsi que Joker Carnival of Chaos, qui a ouvert en 2024, qui est un Giga Discovery Zamperla, autrement dit la version cheap et gerbo des Giant Frisbee Us. Pas forcément de quoi nous pousser à y retourner de sitôt, mais de quoi nous pousser à vous inviter à fuir ce parc le plus loin possible et à ne surtout pas y aller. Ce parc n'a rien d'autre à vous offrir qu'une visite chez le psy à votre retour. C'est vraiment à se demander comment tout tient encore debout, tant tout est délabré, tant tout est en friche, et on se dit que si un jour ils veulent redorer le blason du parc, ce sera pas sans faire l'effort de dépenser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars. Et d'ici là, peut-être que Six Flags aura définitivement abandonné le parc, qui doit certainement figurer au sommet de la liste des parcs du groupe qui sauteront si jamais Six Flags un jour se décide à fermer des sites pour se recentrer sur une petite quantité d'entre eux. Parce que là, le chantier est tellement énorme, il y a eu tellement de laisser-aller que ça doit être un véritable gouffre financier si on en vient à réfléchir à un rafraîchissement qui est d'ores et déjà extrêmement urgent tant ce parc va mal. Mais enfin, c'est pas moi qui vais pleurer la chute de Six Flags Saint-Louis si un jour elle se produit, et vous ne pourrez pas dire que vous n'aurez pas été prévenu si malgré tout ça, vous vous décidez à visiter ce parc. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à l'abominable Six Flags Saint-Louis, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous ferons le grand écart, c'est le moins qu'on puisse dire, pour visiter l'un des meilleurs parcs du monde, j'ai nommé Silver Dollar City. Et jusqu'à cette prochaine vidéo consacrée au formidable Silver Dollar City, et bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est de la merde, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Y'a des grands 8 et puis Ninja. Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est du caca, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? On y fait même de bons petits plats. Ah oui, c'est vrai.